La guerre est par essence une histoire d'extrêmes, de héros et de traîtres, de victoires et de défaites, de souffrance et de survie. Mais parfois, au cœur des ténèbres des conflits mondiaux, émergent des récits qui remettent en question nos certitudes et nous obligent à reconsidérer nos idées. Ressus. Voici l'un d'eux. Durant la Seconde Guerre mondiale, le traitement des prisonniers de guerre variait considérablement selon le lieu et les personnes qui les détenaient. Les horreurs subies par les prisonniers alliés dans les camps japonais sont bien documentées. Famine, torture, travaux forcés et taux de mortalité, qui ont choqué le monde. À l'inverse, la propagande japonaise dépeignait la captivité américaine comme brutale et inhumaine, avertissant ses citoyens que la capture signifiait torture et mort certaine. Mais qu'advenait-il réellement lorsque des civils et des soldats japonais, y compris des femmes, se retrouvaient aux mains des Américains? La réponse pourrait vous surprendre. Certaines prisonnières de guerre japonaises, détenues dans des camps américains, ont décrit leur expérience en des termes qui semblent presque inconcevables dans ce contexte, un paradis sur terre. Comment l'emprisonnement en temps de guerre pouvait-il être décrit ainsi? Que nous apprend ce récit sur les conditions de vie de ces femmes, le traitement qu'elles ont subi et les réalités complexes de la guerre qui ne se laissent pas facilement réduire à nos récits simplistes du bien et du mal? Aujourd'hui, nous explorons ce chapitre méconnu de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Nous examinerons le vécu des femmes japonaises détenues par les Américains, les contrastes saisissants entre les différents systèmes de détention et ce que ces histoires révèlent de l'humanité au cœur de ces heures les plus sombres. Il ne s'agit pas d'une histoire justifiant la guerre ou glorifiant l'emprisonnement. C'est une histoire de compassion inattendue, de chocs culturels et des vérités complexes qui émergent lorsqu'on examine l'histoire de près. Pour comprendre cette histoire, il faut d'abord saisir le contexte plus large du traitement des prisonniers pendant la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique. La guerre du Pacifique a été marquée par une brutalité extraordinaire de tous les côtés. Les combats étaient féroces, île après île, chaque camp considérant l'autre comme fondamentalement étranger et souvent sous-humain. La culture militaire japonaise, influencée par le code Bashito, considérait la reddition comme le déshonneur suprême, pire que la mort elle-même. On attendait des soldats qu'ils se battent jusqu'au dernier. Et ceux qui se rendaient étaient considérés comme ayant perdu leur humanité. Cette croyance eut des conséquences catastrophiques pour les prisonniers alliés. L'armée japonaise estimait que, puisque ses propres soldats préféraient mourir plutôt que de se rendre, ceux qui se rendaient avaient fait preuve de faiblesse et de lâcheté indigne de respect. Il en résulta des mauvais traitements systématiques infligés aux prisonniers de guerre alliés, qui choquèrent même les observateurs militaires les plus aguerris. Dans les camps de prisonniers japonais d'Asie et du Pacifique, les prisonniers alliés subissaient des rations de famine, le travail forcé dans des conditions brutales, des passages à tabac réguliers, des expérimentations médicales et des exécutions sommaires. Le taux de mortalité parmi les prisonniers alliés détenus par les Japonais était d'environ 27%, contre seulement 4% pour les prisonniers alliés détenus par l'Allemagne et l'Italie. Ces chiffres témoignent d'une négligence et d'abus systématiques. La marche de la mort de battant. Aux Philippines, où des milliers de prisonniers américains et philippins périrent lors d'une marche forcée, divint un symbole de la brutalité japonaise. Les conditions de vie dans les camps, à travers tout le système pénitentiaire japonais, étaient caractérisées par une alimentation insuffisante, l'absence de soins médicaux et des gardiens qui traitaient les prisonniers avec mépris. Parallèlement, la propagande japonaise préparait ses citoyens et ses soldats au pire s'ils tombaient aux mains des Américains. On leur disait que les Américains les tortureraient, violeraient les femmes, mutileraient les prisonniers et commettraient des atrocités indicibles. Ces avertissements furent si efficaces que de nombreux soldats et civils japonais choisirent le suicide plutôt que de se rendre. Lors de la bataille de Seppan en 1944, des centaines de civils japonais se jetèrent du haut des falaises plutôt que d'être capturés par les forces américaines. Dans ce contexte de peur et de haine réciproque, la question du traitement des prisonniers japonais par les États-Unis devint cruciale. Les Américains respecteraient-ils les protocoles de la Convention de Genève? Chercheraient-ils à venger Pearl Harbor et les mauvais traitements infligés à leurs propres prisonniers? Ou bien un événement imprévu se produirait-il? La réponse allait surprendre les deux camps. Avant d'aborder leurs expériences en détention américaine, il est nécessaire de comprendre qui
Ces femmes étaient, et comment elles sont devenues prisonnières de guerre. Contrairement aux millions de combattants masculins, les prisonnières japonaises étaient relativement rares. La plupart étaient des civils pris au piège, dans des zones de guerre à mesure que le conflit s'étendait dans le Pacifique. Certaines étaient infirmières auprès des unités militaires soignant les soldats blessés. D'autres étaient des colons installés dans les territoires occupés par le Japon. Des familles de soldats et d'administrateurs qui s'étaient installés dans des endroits comme Seppan, Tinian et d'autres îles du Pacifique dans le cadre de l'expansion coloniale japonaise. Nombre d'entre elles étaient issues de milieux pauvres au Japon et voyaient dans les territoires du Pacifique l'espoir d'une vie meilleure. Le gouvernement japonais avait encouragé l'immigration vers ces îles, promettant terre et prospérité. Ces femmes avaient tout quitté, cherchant à se construire une nouvelle vie dans ce qu'on leur présentait, comme l'expansion de l'Empire japonais, lorsque les forces américaines ont commencé à reprendre ces îles. En 1944 et 1945, ces civils se sont retrouvés piégés dans des zones de combat. La propagande. À laquelle elles avaient été exposées les avait terrorisés. On leur avait dit que les soldats américains étaient des monstres barbares qui les violeraient et les tueraient. Nombreux furent ceux qui choisirent de se cacher dans des grottes ou la jungle, bravant la famine et la maladie plutôt que de se rendre. Certains furent capturés lors des dernières phases des combats insulaires. D'autres, affamés et malades, finirent par sortir de leur cachette, incapables de survivre seuls. Certains furent retrouvés des semaines, voire des mois après la fin des combats, à peine vivants, ayant vu mourir des membres de leur famille et des voisins. On comptait également un petit nombre de femmes militaires, principalement des infirmières ayant servi dans des hôpitaux de campagne ou des installations navales. Ces femmes avaient reçu une formation militaire et étaient considérées comme non combattantes au regard du droit international, mais elles servaient dans le cadre officiel des forces armées. Les femmes devenues prisonnières étaient âgées de l'adolescence à un âge avancé. Certaines étaient mères de jeunes enfants. D'autres étaient de jeunes femmes à peine entrées dans l'âge adulte. D'autres encore étaient des femmes plus âgées ayant vécu des décennies de militarisme et de propagande japonais. Elles provenaient de différentes classes sociales, bien que la plupart fussent issues de milieux ouvriers ou agricoles. Ce qui les unissait, c'était la terreur absolue de ce qui les attendait aux mains des Américains. On leur avait appris que la mort était préférable à la capture. Certaines avaient été témoins des suicides collectifs à Seppan et sur d'autres îles, où des familles entières s'étaient jetées dans le vide plutôt que d'affronter les Américains. Celles qui avaient survécu et étaient devenues prisonnières de guerre l'avaient souvent fait uniquement parce qu'elles étaient trop faibles pour résister ou parce qu'elles avaient des enfants à protéger. Elles entraient en détention américaine en s'attendant aux pires traitements imaginables. Ce qu'elles découvrirent allait bouleverser toutes leurs convictions sur elles ennemies et, dans bien des cas, sur leur propre société. Imaginez la scène, des femmes qui avaient passé des semaines, voire des mois, cachées dans des grottes et la jungle, survivant avec un minimum de nourriture, beaucoup malades ou blessées, toutes persuadées de marcher vers la torture et la mort. Capturées par l'ennemi qu'on leur avait appris à craindre plus que tout, elles étaient amenées dans des camps de prisonniers de guerre américains. Et là, un événement inattendu se produisit. Le premier choc pour de nombreuses prisonnières japonaises fut tout simplement d'être traitées humainement. Au lieu de coups et de torture, elles reçurent des soins médicaux. Des médecins et des infirmiers militaires les examinèrent, soignèrent leurs blessures et leurs maladies, et leur fournirent des médicaments. Pour beaucoup, c'étaient les premiers soins médicaux dignes de ce nom qu'elles recevaient de leur vie. Ceux qui étaient malnutris, soit la majorité, reçurent de la nourriture, non pas des rations de famine, mais de véritables repas. Riches en calories. Le contraste avec ce qu'on leur avait annoncé était si frappant que beaucoup refusèrent d'abord de manger, persuadés que la nourriture était empoisonnée. Il fallut du temps et des démonstrations de la part de soldats américains mangeant la même nourriture pour les convaincre de son innocuité. La politique américaine envers les prisonniers de guerre japonais reposait sur le strict respect des conventions de Genève. Bien que le Japon n'eût pas formellement ratifié ces accords et ne les appliqua pas dans le traitement des prisonniers alliés, les États-Unis prirent la décision stratégique et morale de traiter les prisonniers ennemis conformément au droit international humanitaire, indépendamment du traitement réservé à leurs propres soldats. Il ne s'agissait pas seulement de supériorité morale. Les chefs militaires américains comprenaient qu'un traitement approprié
Des prisonniers pouvaient fournir des renseignements précieux, améliorer la réputation internationale des États-Unis, et potentiellement inciter davantage de soldats ennemis à se rendre plutôt que de se battre jusqu'à la mort. Cette politique reposait sur des raisons à la fois pragmatiques et éthiques. Mais sa mise en œuvre, notamment concernant les prisonnières, dépassait le simple respect des règles. Les commandants et le personnel des camps faisaient souvent preuve d'une réelle compassion et d'une grande compréhension envers les femmes traumatisées placées sous leur garde. Un témoignage décrit un groupe de femmes découvertes cachées dans une grotte à ses pans, affamées et terrifiées. Lorsque des soldats américains les découvrirent, au lieu de les expulser, ils laissèrent de la nourriture et de l'eau à l'entrée de la grotte et se retirèrent. Ils revinrent chaque jour, apportant des provisions, et leur parlant doucement, jusqu'à ce que les femmes se sentent suffisamment en sécurité pour sortir d'elles-mêmes. Cette patience et cette empathie étaient bien loin de ce à quoi elles s'attendaient. À leur arrivée dans les camps organisés, les femmes reçurent des vêtements propres, un abri et des installations sanitaires. Pour beaucoup, cela signifiait avoir accès à des choses qu'elles n'avaient jamais connues auparavant, même au Japon. L'eau courante, le savon, les serviettes et les espaces privés pour l'hygiène personnelle étaient des luxes inconnus de nombreuses femmes rurales japonaises de cette époque. Les camps eux-mêmes, bien que loin d'être luxueux, étaient convenables et, dans bien des cas, confortables pour l'époque. Les baraquements étaient propres et secs. Des espaces communs permettaient aux femmes de se rencontrer et d'échanger. On leur offrait des jouets et des livres. Des services médicaux, avec du personnel qualifié, étaient disponibles. Mais surtout, les femmes étaient traitées avec respect. Les gardiens avaient pour consigne d'être courtois. Les châtiments corporels étaient strictement interdits. On s'adressait aux femmes poliment et leur dignité était préservée autant que possible, compte tenu des contraintes de la détention. Ce traitement humain eut un profond impact psychologique. Celles qui s'étaient préparées à mourir plutôt qu'à être capturées se retrouvèrent dans une situation qui contredisait tout ce qu'on leur avait dit. La dissonance cognitive était immense. Elles devaient concilier leurs croyances, forgées par la propagande, avec la réalité qu'elles vivaient. Au fil des jours, des semaines et des mois, les femmes commencèrent à s'adapter à la vie sous la garde américaine. Une routine quotidienne s'installa, que beaucoup décriraient plus tard, de manière remarquable, en termes positifs. La nourriture Était l'un des facteurs les plus importants dans cette appréciation. Les femmes recevaient 3 repas par jour, suffisamment caloriques. Bien que différente de la cuisine japonaise traditionnelle, la nourriture était nutritive et abondante. Du riz était fourni lorsqu'il y en avait, accompagné de légumes, parfois de viande ou de poisson, de pain, et même de friandises comme des fruits en conserve. Pour ces femmes qui avaient grandi dans la pauvreté rurale au Japon, où la pénurie alimentaire était fréquente, et qui avaient ensuite enduré la quasi-famine. En se cachant des forces américaines, cet approvisionnement régulier en nourriture était un véritable miracle. Certaines se souvinrent plus tard que c'était la première fois de leur vie qu'elles se couchaient sans avoir faim. Les enfants des camps recevaient du lait, ce qui était rare au Japon à cette époque. Ils recevaient des jouets, notamment des dons de militaires américains et de la Croix-Rouge. Des écoles furent créées dans les camps les plus importants, permettant aux enfants de poursuivre leur scolarité. Les soldats américains jouaient parfois avec eux, leur apprenant des jeux et quelques mots d'anglais. Les soins médicaux se poursuivaient au-delà des premiers traitements. Les femmes enceintes bénéficiaient d'un suivi prénatal et d'accouchement sans complications. Une première pour beaucoup d'entre elles. Les enfants malades étaient soignés rapidement. Les maladies chroniques, non traitées depuis des années, purent enfin être prises en charge. Des soins dentaires étaient dispensés. Des vaccinations furent administrées. Les femmes eurent la possibilité de s'adonner à des activités productives. Lessive, raccommodage, travaux manuels. Certains camps aménagèrent des jardins potagers où les détenus pouvaient cultiver des légumes, ce qui leur offrait à la fois une occupation et un complément alimentaire. Les femmes s'enseignèrent mutuellement. Les techniques artisanales traditionnelles organisèrent des activités culturelles et créèrent des liens sociaux au sein des camps. Les pratiques religieuses furent respectées. Bien que les pratiques shintoïstes et bouddhistes fussent méconnues d'eux. La plupart du personnel américain, les détenus furent généralement autorisés à conserver leurs traditions spirituelles, pourvu que cela ne contrevienne pas à la sécurité du camp. Cette liberté religieuse était importante car elle
témoignaient du respect de la culture japonaise même en temps de guerre. Des structures sociales se sont formées. Naturellement. Les femmes âgées sont devenues des figures d'autorité informelles, réglant les conflits et organisant les activités. Les mères ont formé des réseaux de soutien pour s'entraider dans la prise en charge des enfants. Les jeunes femmes ont trouvé camaraderie et soutien mutuel. Ces liens sociaux ont aidé les prisonnières à surmonter le traumatisme de leur expérience et l'incertitude de leur avenir. Des lettres de la famille étaient distribuées lorsque cela était possible, bien que la guerre en cours et la perturbation de la société civile japonaise aient compliqué la situation. La Croix-Rouge internationale a facilité certaines communications permettant aux femmes d'informer leurs proches qu'elles étaient vivantes et en relativement bonne santé. Les divertissements n'étaient pas interdits. Les femmes chantaient des chansons traditionnelles, racontaient des histoires et organisaient des spectacles culturels. Certains qu'en donnaient accès à des livres et du matériel pour les arts traditionnels japonais, comme la calligraphie et l'origami. Le personnel américain organisait parfois des projections de films ou des concerts. Plus remarquable encore, les soldats américains ont souvent fait preuve d'une bienveillance personnelle qui allait au-delà des consignes officielles. Des récits ont émergé, racontant comment des soldats partageaient leurs rations avec des enfants affamés, offraient des couvertures aux prisonniers transis de froid, ou faisaient simplement preuve de gentillesse et d'humour, contribuant ainsi à apaiser la peur et l'angoisse de la captivité. Un témoignage particulièrement poignant décrit l'histoire d'un soldat américain qui, remarquant une jeune japonaise en pleurs, comprit, par ses gestes et une communication hésitante, qu'elle s'inquiétait pour sa mère restée au Japon. Ce soldat, qui avait un ami interprète nippo-américain, fit en sorte que la jeune femme puisse envoyer un message par l'intermédiaire de la Croix-Rouge. Ce simple geste de compassion eut un impact considérable sur elle, tant le contraste avec les conditions de vie au Japon en temps de guerre était saisissant. En 1944 et 1945, le Japon lui-même connaissait de graves pénuries. Pour des femmes qui n'avaient jamais été traitées avec autant de respect et de considération par des figures d'autorité, c'était une véritable révolution. Le personnel américain, agissant dans le respect des conventions de Genève et du professionnalisme militaire, traitait ces femmes comme des êtres humains ayant droit à certains droits et à la dignité. Ce fut une expérience totalement inédite pour beaucoup d'entre elles. Le sentiment de solidarité qui se développa parmi les prisonnières contribua également à une perception positive des camps. Libérées des hiérarchies sociales rigides de la société japonaise, les femmes nouèrent des amitiés par-delà les barrières de classe. Elles se soutenaient mutuellement, partageaient les tâches liées à la garde des enfants et ont tissé des liens de solidarité. Cette communauté féminine leur a procuré une force qu'il aurait été impossible d'atteindre dans la société japonaise traditionnelle. Il est essentiel de noter que toutes les femmes ne partageaient pas ce sentiment et que chaque camp offrait une expérience différente. Certaines prisonnières restent profondément traumatisées, en colère contre leur captivité, inquiètes pour leurs proches restés au Japon ou incapables de se défaire de leur endoctrinement sur les Américains. La description d'un paradis par certaines femmes, et non par toutes, était toujours perçue comme une comparaison avec leur vie antérieure, et non avec une conception absolue de la liberté. Il convient également de considérer un phénomène psychologique, le syndrome de Stockholm et les mécanismes d'adaptation. Certaines femmes ont pu développer des sentiments positifs envers leur geôlier pour survivre psychologiquement à la captivité. L'esprit humain cherche à trouver un sens et une lueur d'espoir, même dans les situations les plus difficiles, et percevoir la captivité sous un jour positif pourrait constituer un mécanisme de survie. Cependant, la constance des témoignages positifs, la précision des détails concernant les conditions matérielles et le fait que ces évaluations interviennent souvent des années après la libération, alors que les femmes n'avaient aucune raison de faire l'éloge de leurs anciens geôliers, suggèrent que ces descriptions positives reflétaient des expériences authentiques plutôt qu'une simple adaptation psychologique. Pour saisir pleinement l'importance de ces expériences, il est essentiel de considérer le contraste saisissant avec le traitement réservé aux prisonniers alliés dans les camps japonais. Cette comparaison ne vise pas à créer un récit simpliste du bien contre le mal, mais à comprendre les philosophies et les pratiques très différentes qui régissent le traitement des prisonniers. Les prisonniers alliés dans les camps japonais étaient confrontés à des conditions qui, les conséquences furent catastrophiques.
La famine était systématique. Les rations quotidiennes se composaient souvent d'une petite quantité de riz, parfois de quelques restes de légumes, et de peu d'autres choses. Les prisonniers devenaient squelettiques, beaucoup mourant de malnutrition ou de maladies qui y étaient liées, comme la myopathie à éosinophile. Dans les camps qui abritaient des milliers de prisonniers, des dizaines mouraient chaque jour de faim. Les soins médicaux étaient pratiquement inexistent. Les prisonniers souffraient de dysenterie, de paludisme, de choléra et d'autres maladies sans être traités. Les plaies s'infectaient et se gangrénaient. Des maladies bénignes, qui auraient pu être soignées avec des médicaments courants, devenaient des condamnations à mort. Le personnel médical militaire japonais refusait souvent de soigner les prisonniers, les jugeant indignes de ressources aussi rares. Le travail forcé était courant et brutal. Les prisonniers étaient exploités jusqu'à l'épuisement, travaillant à la construction de voies ferrées, dans les mines ou à d'autres travaux pénibles sous surveillance. Le tristement célèbre chemin de fer de Birmanie-Thaïlande, surnommé le chemin de fer de la mort, aurait tué environ 13 000 prisonniers alliés et 100 000 travailleurs asiatiques par surmenage. Famine et maladie. Les violences physiques étaient systématiques et courantes. Les gardiens battaient les prisonniers pour des infractions mineures, voire sans raison apparente. La torture était courante, simulation de noyade, passage à tabac et autres formes de sévices physiques. Les prisonniers étaient contraints de rester debout au garde-à-vous pendant des heures en plein soleil et roués de coups s'ils s'effondraient. Le traitement psychologique était tout aussi destructeur. Humilies. Forcés de s'incliner devant les gardiens, ils subissaient des châtiments arbitraires et cruels destinés à briser leur morale. Toute forme de rébellion pouvait entraîner de graves passages à tabac, voire l'exécution. Le taux de mortalité est éloquent. 27% des prisonniers alliés détenus par les Japonais sont décédés, contre seulement 4% pour les prisonniers allemands et italiens. Dans certains camps et sur certains chantiers, ce taux dépassait même les 50%. Il ne s'agissait pas de simples accidents, mais de la conséquence prévisible d'une négligence et de mauvais traitements systématiques. Comment expliquer. Une telle différence entre le traitement des prisonniers japonais par les Américains et celui des prisonniers alliés par les Japonais? Plusieurs facteurs entrent en jeu. Tout d'abord, des cultures et des valeurs militaires différentes. L'armée américaine était soumise à des lois et des règlements exigeant un traitement humain des prisonniers. Toute infraction était passible de cour martiale. L'armée japonaise appliquait un code qui considérait la reddition comme déshonorante et les prisonniers comme indignes de considération. Duxement. Les situations économiques étaient différentes. Les États-Unis, forts de leurs vastes ressources et de leurs capacités industrielles, pouvaient nourrir et soigner les prisonniers sans impacter significativement l'effort de guerre. Le Japon, confronté à des pénuries de ressources et à des ruptures de ses lignes d'approvisionnement, privilégiait les ressources limitées pour les opérations de combat au détriment du bien-être des prisonniers. Troisièmement, les calculs stratégiques différaient. Les dirigeants américains pensaient qu'un traitement humain des prisonniers pouvait fournir des renseignements précieux, encourager la reddition de l'ennemi et renforcer le prestige moral des États-Unis sur la scène internationale. Les dirigeants japonais, forts de leur conviction de supériorité raciale et de leur engagement total envers la victoire, ne voyaient aucune valeur stratégique au bien-être des prisonniers. Quatrièmement, les positions internationales étaient différentes. Les États-Unis tenaient à préserver leur réputation de nation civilisée menant une guerre juste. Le Japon s'était retiré de la Société des Nations et se souciait moins de l'opinion internationale. Cinquièmement, et peut-être plus fondamentalement, la conception de la dignité humaine était différente. La politique américaine, influencée par les valeurs des Lumières et l'éthique chrétienne, affirmait que tous les êtres humains possédaient une dignité inhérente qui devait être respectée, même en temps de guerre. L'idéologie militaire japonaise, influencée par une interprétation extrême du Bushido et le culte de l'empereur, considérait que ceux qui se rendaient avaient perdu toute dignité humaine. Ces différences se reflétaient dans l'état physique des prisonniers. Les prisonniers alliés libérés des camps japonais étaient souvent à peine reconnaissables, squelettiques et traumatisés. Les prisonniers japonais libérés par les Américains étaient généralement en bonne santé et avaient souvent pris du poids pendant leur captivité. Les photographies de la fin de la guerre
illustre ce contraste de façon saisissante. Les images de prisonniers alliés émaciés libérés des camps japonais ont choqué le monde et influencé les procès pour crimes de guerre de Tokyo. Les prisonnières japonaises rapatriées de la garde américaine semblaient bien nourries et en bonne santé. L'histoire de ces femmes, prisonnières japonaises, ne s'est pas arrêtée avec la guerre. Leurs expériences et leurs témoignages ont une portée historique durable et soulèvent des questions importantes sur la mémoire, le récit et la complexité de la guerre. À leur retour au Japon après la guerre, nombre d'entre elles ont dû faire face à une réintégration difficile. La société japonaise était dévastée et peinait à se reconstruire après la défaite. Les pénuries alimentaires étaient graves, les infrastructures détruites et des millions de personnes étaient sans abri. Ces femmes, qui avaient été prisonnières, retrouvaient un pays en plein chaos. Certaines ont été confrontées à la suspicion ou à la stigmatisation pour avoir survécu à la captivité. Dans une culture qui avait glorifié la mort plutôt que la reddition, on leur demandait parfois pourquoi elles n'avaient pas choisi le suicide. La honte culturelle. Associées à la capture, pouvaient les poursuivre pendant des années. Pourtant, beaucoup de ces femmes ont parlé ouvertement d'eux. Leur expérience en détention américaine, souvent en des termes qui choquaient leurs interlocuteurs. Leur récit d'une nourriture suffisante, de soins médicaux et d'un traitement humain semblait presque incroyable aux Japonais, qui avaient enduré les horreurs de la guerre et de ses conséquences. Ces témoignages ont joué un rôle important dans le Japon d'après-guerre. Premièrement, ils ont contribué à déconstruire l'image de monstre véhiculé par la propagande américaine. Alors que le Japon amorçait sa transformation en allié des États-Unis durant l'occupation, ces récits positifs du traitement réservé aux Américains ont facilité la transition. Deuxièmement, ils ont fourni des preuves aux tribunaux pour crimes de guerre et aux archives historiques. Le contraste entre le traitement des prisonniers par les Américains et les Japonais a été intégré aux archives officielles de la guerre et a influencé le droit international humanitaire. Troisièmement, ils ont soulevé des questions délicates au sein même du Japon concernant sa société et le traitement des femmes. Si des femmes prisonnières de guerre décrivaient cette expérience comme supérieure à leur vie antérieure au Japon, qu'est-ce que cela révélait d'eux? La société japonaise? Cette question a suscité une réflexion et a contribué aux réformes sociales d'après-guerre. Les autorités américaines ont utilisé ces témoignages avec précaution. D'une part, ils démontraient que l'Amérique avait mené une guerre humaine, même contre un ennemi brutal. D'autre part, il était délicat de ne pas être perçu comme instrumentalisant ces récits à des fins de propagande ou comme minimisant les souffrances réelles des prisonniers. La Croix-Rouge internationale et d'autres organisations ont étudié le système américain des prisonniers de guerre comme modèle de traitement humanitaire en temps de conflit. Le respect généralement réussi des normes de la Convention de Genève par les forces américaines, malgré quelques violations documentées, est devenu un cas d'école en droit international. Cependant, cette vision idéalisée de la captivité a parfois été mal interprétée ou mal utilisée. Certains sens ont servi pour suggérer que l'emprisonnement pouvait être acceptable, voire bénéfique, ce qui est totalement erroné. D'autres l'ont employé pour construire des récits simplistes sur la supériorité morale américaine, en ignorant les crimes de guerre et les atrocités commis par les États-Unis, notamment les bombardements atomiques et l'internement des Américains d'origine japonaise. La véritable leçon à tirer des témoignages de ces femmes est plus nuancée. Elle montre que même en temps de guerre, des choix existent. La décision de traiter les prisonniers avec humanité ou de les torturer est un choix. Les États-Unis ont choisi de respecter le droit international humanitaire concernant les prisonniers japonais, même lorsque leurs propres prisonniers subissaient des mauvais traitements brutaux. Ce choix reflétait à la fois un engagement moral et un calcul stratégique. Il souligne également l'importance du contexte initial dans la formation des perceptions. L'appréciation positive de la captivité par ces femmes était liée à leurs expériences passées, de pauvreté, d'impuissance et de souffrance. Leurs témoignages nous rappellent que les victimes de la guerre sont des personnes réelles, souvent marquées par des souffrances préexistantes, et que le contexte est primordial pour comprendre l'expérience humaine. Le vécu de ces femmes illustre également le pouvoir des petits gestes de bonté dans des circonstances extrêmes. Les soldats américains qui ont partagé des bonbons avec des enfants. Les
infirmiers qui ont soigné avec attention les prisonniers malades, les administrateurs qui ont fait preuve de dignité et de respect. Ces personnes ont fait des choix qui ont eu un impact profond sur celles dont elles avaient la charge. Enfin, ces récits nuancent notre perception de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons tendance à envisager la guerre du Pacifique. De manière simpliste, le bien contre le mal, la civilisation contre la barbarie. La réalité était bien plus complexe. Si le militarisme japonais fut sans aucun doute brutal et la cause américaine juste, les expériences individuelles vécues dans ce contexte furent extrêmement diverses. Certains Américains commirent des atrocités. Certains Japonais firent preuve de compassion et, parfois, les victimes de l'agression d'un camp découvrirent une humanité insoupçonnée chez leurs geôliers. Que pouvons-nous apprendre de ces histoires presque oubliées de femmes japonaises détenues par les Américains? Dans un monde encore marqué par les conflits, les emprisonnements et les crises humanitaires, ces expériences historiques offrent des enseignements précieux. Tout d'abord, l'importance de maintenir des normes humanitaires, même lorsque l'ennemi ne les respecte pas. Les États-Unis traitèrent les prisonniers japonais conformément aux conventions de Genève, malgré les traitements inhumains infligés aux prisonniers américains par le Japon. Ce n'était ni naïf ni lâche. C'était à la fois moralement juste et stratégiquement judicieux. Cela permit de préserver l'honneur moral des États-Unis, d'obtenir des renseignements et, potentiellement, de sauver des vies en encourageant les redditions. Aujourd'hui, dans les conflits du monde entier, cette leçon reste d'actualité. La tentation d'abandonner les normes humanitaires face à la brutalité ennemie est forte, mais cela ne sert en fin de compte les intérêts de personne et perpétue les cycles de cruauté. Deuxièmement, le pouvoir de satisfaire les besoins humains fondamentaux. Pour ces femmes, une alimentation régulière, des soins médicaux et la sécurité physique représentaient non pas un luxe, mais des besoins humains fondamentaux qui leur avaient été refusés. Leur réaction positive à l'obtention de ces éléments essentiels nous rappelle que garantir la dignité humaine ne requiert pas d'extravagance, mais simplement de répondre aux besoins fondamentaux des personnes avec respect. Cela a des implications sur notre façon de concevoir les camps de réfugiés, les centres de détention et les réponses humanitaires. Aujourd'hui, une alimentation adéquate, un abri et des soins médicaux dispensés avec dignité font une énorme différence dans la vie et la perception des personnes. Troisièmement, l'importance des actions individuelles au sein des systèmes. Nombre des expériences positives décrites par ces femmes provenaient de la bienveillance individuelle d'eux. Soldats et d'administrateurs américains qui sont allés au-delà des exigences officielles pour faire preuve de compassion. Ces petits gestes, multipliés à travers des milliers d'interactions, ont créé une expérience globale, que beaucoup ont trouvée étonnamment positive. Cela nous rappelle que même au sein de systèmes imparfaits, les individus peuvent faire des choix qui affirment la dignité humaine et créent un changement positif. Chaque personne travaillant dans des conditions difficiles auprès de populations vulnérables a l'occasion de faire de tels choix au quotidien. Quatrièmement, il est nécessaire de remettre en question la propagande et les récits simplistes. On avait appris à ces femmes japonaises que les Américains étaient des monstres qui les tortureraient et les tueraient. On avait appris aux Américains que tous les Japonais étaient des ennemis fanatiques. Ces deux récits étaient des simplifications excessives qui occultaient des réalités plus complexes. Aujourd'hui, à l'ère de la guerre de l'information et de la polarisation politique, il est plus important que jamais de remettre en question les récits simplistes et de rechercher des vérités complexes. Cinquièmement, il faut reconnaître que le vécu des individus influence considérablement leur perception. L'appréciation positive de la captivité par ces femmes reflétait leur vie antérieure marquée par les épreuves et l'impuissance. Comprendre ce contexte ne diminue en rien l'importance d'un traitement humain, mais nous rappelle que nous devons prendre en compte l'ensemble du vécu des personnes et non seulement leur situation immédiate. Enfin, ces histoires nous rappellent que l'histoire est complexe et recèle des vérités inattendues. Les femmes qui ont qualifié les camps de prisonniers américains de paradis ne prétendent pas que l'emprisonnement soit une bonne chose ou que la guerre soit acceptable. Elles témoignent d'expériences spécifiques qui ont déjoué les attentes et remis en question les idées reçues. Leur voix mérite d'être entendue, non pas pour soutenir une position politique particulière, mais parce qu'elles représentent des expériences humaines authentiques qui complexifient et enrichissent notre compréhension de l'histoire.
L'histoire des femmes japonaises sous tutelle américaine pendant la Seconde Guerre mondiale n'est pas un simple récit de vertu et de droiture. C'est un épisode historique complexe qui en dit long sur la nature humaine. La nature, la culture militaire, les conditions sociales et les choix possibles, même en pleine guerre totale. Ces femmes ont vécu l'emprisonnement durant les heures les plus sombres de l'humanité. Pourtant, nombre d'entre elles ont trouvé dans cette captivité ce qu'elles avaient rarement connu: la liberté, une alimentation suffisante, des soins médicaux, la sécurité physique et la dignité humaine fondamentale. Leurs témoignages nous invitent à réfléchir plus profondément à la guerre, à la paix, à la justice et à l'humanité. Ils nous rappellent que, même en temps de conflit, les choix comptent. Maintenir ses principes face à la brutalité ennemie n'est pas une faiblesse, mais une force. Que de petits gestes de bonté peuvent avoir des conséquences profondes et que la vérité de l'expérience humaine est toujours plus complexe que ne le laissent entendre nos récits simplistes. Les femmes qui ont survécu à la captivité américaine et qui en parlaient comme d'un paradis ne faisaient pas l'éloge de l'emprisonnement. Elles témoignaient du pouvoir de la simple décence humaine dans des circonstances extraordinaires et du fait que leur vie antérieure avait été si difficile que même la captivité, avec une alimentation suffisante et un traitement humain, leur paraissait miraculeuse en comparaison. Leur voix résonne à travers les décennies, nous rappelant que dans chaque conflit, il existe d'innombrables histoires individuelles qui complexifient les grands récits. Considérer ses ennemis comme des êtres humains n'est pas naïf, mais essentiel. Choisir de préserver dignité et compassion, même envers ceux que nous combattons, définit en fin de compte qui nous sommes. Merci d'avoir écouté ce chapitre complexe de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Puissions-nous tirer des leçons de ces récits et les appliquer à notre époque troublée.